Voilà, bonsoir à tout le monde, bienvenue aux Français, aux Canadiens et puis à toutes celles et tous ceux qui suivent le direct et puis à ceux qui le regardent ensuite en différé. On va commencer tout de suite en partageant l'écran avec cette image, voilà, de cet auteur picardisant. Vous avez un indice en bas à droite, c'est marqué 1937. Il était donc des nôtres encore à ce moment-là. Ça vous dit quelque chose? S'il y en a qui C'est croient. Popov? Il ressemble à Popov. Ah ouais, non, 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 mais non, 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 oui, Popov, c'est un prof de maths du lycée David. Non, non, oui, il ressemble aussi à Eric Orsena, mais non, non, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, ouais, il ressemble surtout à lui-même. Regardez bien ses yeux, sa malice, son sourire. Et puis, c'est tout à l'image de ce personnage. Nous sommes cette fois-ci au nord d'Amiens, à la limite du Pas-de-Calais, mais on est encore dans la Somme en termes administratifs. Le bassin de vie est celui qui est autour de l'ancienne sous-préfecture de Doulan. Le personnage que vous voyez là, c'est une notoriété doulanaise et picarde, et qui s'appelle de son nom de baptême Charles de Saint. Charles de Saint, et que vous connaissez peut-être non pas sous son nom, parce que c'est pas comme ça qu'il est passé à la postérité. Il est décédé au tout début de la Deuxième Guerre, je vais y revenir dans sa biographie, mais vous le connaissez probablement sous le pseudonyme de Florimond-Lomaton. Hein. Donc les contes de Florimond-Lomaton, c'est lui, c'est Charles de Saint. Voilà quelqu'un qui est rentré vraiment dans l'imaginaire populaire, dans les fêtes. On va voir ça ensemble là, pendant l'heure et demie qui va nous occuper. Il est rentré, on en parlait avec Olivier juste avant de lancer la vidéo, il est rentré dans ma bibliothèque et dans celle d'Olivier. Nous ne nous connaissions pas alors. Lui et moi, c'est le premier livre que nous avons acheté en librairie. Moi à Amiens et Olivier à Bruay. C'est les contes de Florimond-Lomaton, et beaucoup d'entre nous ont commencé leur apprentissage ou leur lecture du Picard, ou leurs oreilles, hein, leur apprentissage pas forcément écrit, avec les contes de Florimond-Lomaton. Et moi-même, très jeune, mais vraiment très jeune, j'avais pas 10 ans, je crois même que j'en avais pas 8. J'ai connu que Florimond-Lomaton par le biais d'un ami de mon grand-père qui racontait les histoires de Florimond-Lomaton. Il était de Longo, mais il était déjà connu à Longo dans l'entre-deux-guerres. Alors, je vais arrêter ce partage. On retrouvera Charles de Saint. Je vais attaquer la vie de Charles de Saint. On va faire donc un moment un petit peu différent des autres fois, enfin, pas dans le sens la construction de la séance, c'est comme d'habitude. Une biographie, une bibliographie, et puis des textes. On n'a pas d'enregistrement à notre connaissance de la voix de Charles de Saint, ni en français ni en picard. Euh, et pourtant, il était très connu et il fréquentait les milieux parisiens où les enregistrements de Robert Loriot avaient lieu dans les années d'immédiate avant Deuxième Guerre. Mais il n'était pas ici du monde enseignant. Et puis, je pense qu'il était quand même très, très, très présent à Doulan, parce qu'il y était, dans sa période de grande activité, il y était journaliste, imprimeur. Et donc, il y donnait des cours, donc il n'avait peut-être pas trop le loisir d'aller à Paris. Toujours est-il que Charles de Saint, notez bien ça en grand dans un coin, est né en 1874, le 6 janvier 1874. Je dis de le noter en grand parce que partout, strictement partout, il est écrit qu'il est né le 6 janvier 1875. Et donc, moi-même, j'ai reproduit cette date, cette année. Le jour, c'est toujours le 6 janvier, mais de multiples fois, jusqu'à la préparation de cette intervention, euh, où je cherche toujours un peu d'éléments liés aux archives, et en particulier donc, aux archives départementales de la Somme. On a accès à l'état civil.
Et dans l'état civil, je cherchais à savoir quand est-ce qu'il s'était marié, et je vois que dans l'acte de mariage, il est marqué 1800, né en 1874. Alors je dis, attends, c'est pas possible, parce que je vais vous montrer tout à l'heure une édition faite par les enfants de Charles de Saint, des ouvrages de leur père, note qu'il est né en 1875. Je veux dire, là, il y a quand même un problème à l'état civil, et donc je suis retourné dans l'acte de naissance. J'ai une copie, ceux qui ne me croiraient pas, j'ai la copie de l'acte de naissance. Oui, il est en accès libre sur le site des archives. Donc, il est bien né le 6 janvier 1874, ce qui ne change pas grand-chose, mais un petit peu quelque chose quand même à un moment donné. Un petit peu quelque chose. Donc, il est né à Doulan. Il va mourir à Doulan en 1941, le 16 février. Il mourra brutalement. Il va s'affaler à une table de café, entouré de ses amis dont on va parler, probablement un infarctus ou un AVC, enfin un accident brutal. 1941, hein, c'est la guerre. Voilà. Et donc, il ne va pas, enfin, il meurt tout vivant. Hein, voilà, c'est tout. Il est décédé très brutalement. Alors, qui est-il, Charles de Saint? Charles Joseph de Saint, né en 1874. Son père était greffier de justice de paix. Hein, il y avait des tribunaux de paix dans les oui, les chefs-lieux de canton quand il naît. Et puis ensuite, ses parents seront libraires et papetiers à Doulan. Donc, librairie, papeterie, imprimerie, tout ça va de pair à cette époque-là. Ça peut encore être le cas aujourd'hui. Et donc, il commence ses études de classe primaire à l'institution de M. Liébert à Doulan. Et sa famille de Charles de Saint va s'installer quelque temps à Mézerolles, le pays d'origine de sa mère. Et donc il va fréquenter l'école du village de Mézerolles, qui est un petit village à côté de Doulan. Hein. Vous aurez dans les documents, on verra tout à l'heure, peut-être à l'écran, un extrait de carte pour vous situer ces villages, donc, qui sont tous soit rive droite, soit rive gauche de l'Authie, plutôt rive gauche, sur le plateau de Ponthieu. Et donc, il fréquente donc cette école du village et il a son certificat d'études à 12 ans. Alors, je n'ai pas retrouvé son certificat d'études, mais est-ce que c'est à 12 ou à 13 ans? Parce que s'il est né en 75, c'est à 12 ans, mais si il est né en 74, c'est à 13 ans. Ça ne change que ça, son année de naissance, mais quand même. Donc, je veux dire, avoir son certificat d'études primaires de cette époque-là, donc 1874 et 12, ça fait 1886. C'est quand même des examens extrêmement difficiles. Et donc, un an, ça compte quand même entre 12 et 13 ans. Bref, il a son certificat d'études, c'est ce qui compte. Et il va apprendre le métier de graveur-imprimeur à Amiens. Donc, ses parents, hein, je vous ai dit, sont libraires papetiers, donc ils ont des relations probablement avec des fournisseurs. Et il va donc apprendre son premier métier de graveur-imprimeur. On grave à cette époque-là, en particulier les dessins. Hein. On coule au plomb, mais on grave les dessins qui commencent à être reproduits, et même parfois des premières photographies qui sont gravées. Donc, à l'imprimerie La Forêt d'Amiens. Et il va devenir graveur lithographe. Donc, vous voyez la technique d'art. C'est comme ça qu'il est mentionné dans son livret d'incorporation au 128e régiment d'infanterie à Amiens, dont il va sortir sergent en 1897. Et il sera donc imprimeur après son service militaire, donc à partir de 1898. Il s'installe au centre de Doulan et il imprime le journal local, qui est un hebdomadaire, le Petit Doulanais. Il y a énormément d'hebdomadaires dans tous les départements à ce moment-là, et les nôtres, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, il y en a énormément à ce moment-là aussi. L'Aisne, enfin, il y a toujours dans l'Aisne, bon, c'est pas un hebdomadaire, c'est 2 fois par semaine, mais bon, il y a toujours un journal à Vervins. Et donc, le Petit Doulanais a été créé par son frère Joseph en 1886, et donc il va travailler dans cette imprimerie et édition, et donc il va être journaliste et rédacteur d'articles de toutes sortes dans cet hebdomadaire. Il se marie en novembre 1901 à Doulan avec Hélène Villeray, qui est née en 1884, donc qui a 10 ans de moins que lui, et qui va décéder, cette dame,
entre 1926 et 1931. Je n'ai pas trouvé la date exacte. On n'a pas accès à ces archives-là encore. Il n'y a pas 100 ans que c'est arrivé. Et donc, bon, je ne suis pas allé plus loin. C'était pour moi, en fait, compte, retenez voilà, elle va décéder entre 1926 et 1931. Et par rapport à l'écriture des contes de Fleurimont-Lomaton et peut-être même à l'inspiration et puis au thème que Charles de Saint abordera, c'est peut-être pas sans influence qu'il soit veuf dès 1926, hein, quand il a une cinquantaine d'années. Une petite cinquantaine d'années. Donc, c'est à voir, ça pourrait être à étudier. Bon, ce n'était pas l'objet du propos aujourd'hui, mais bon, c'est quelque chose que j'ai appris. À noter que lors de leur mariage, le beau-frère de Charles de Saint, Georges Lécubain, est témoin du mariage et il vient de Paris. Et donc en 1901, il habite à Paris et il est notoire que Charles de Saint a de nombreux contacts avec des artistes parisiens et non des moindres. Euh, Ils ont une descendance, ils auront 3 enfants. L'aînée, c'est une fille, Marcel, qui naît en 1907 et qui est décédée en 1988. Et elle est mariée, elle, à un journaliste imprimeur qui est né à Beauval en 1903, Henri Sévin. Et donc, ils ont donc une descendance sous le patronyme de Sévin. Donc, en particulier, ils ont une fille, Geneviève Sévin. Et puis, après Marcel, qui est né en 1907, l'année suivante, c'est Maurice, qui naît en 1908. Et lui sera typographe, minerviste, imprimeur. Alors, minerviste, c'est une spécialisation. On apprend des choses, vous savez, en préparant ces cours-là. C'est une spécialisation dans l'imprimerie. L'imprimerie au plomb de ces époques-là, hein. Donc, on travaille sur une minerve. Je ne connaissais pas le terme il y a quelques semaines encore. Euh, ça, c'est le deuxième, donc Maurice. Et puis le troisième et dernier enfant, c'est René de Saint, qui est né en 1911, 4 avril, et qui sera typographe, imprimeur et qui travaillera avec son père à l'imprimerie. Euh, voilà. Donc, on est dans un milieu de l'édition de journaux et donc d'actualité, hein, bien sûr. Et cette descendance a perduré à Doulan. La maison de la presse était encore tenue par des descendants de Charles de Saint il y a une petite vingtaine d'années. Euh, Quand je vous disais que Charles de Saint a des amitiés avec des artistes parisiens, il en est un qu'on ne peut pas oublier, c'est Francisque Poulbeau, le Poulbeau que vous connaissez probablement, celui des dessins avec les enfants, donc les petits Poulbeaux, hein, c'est ce Poulbeau-là. Et comment se fait-il que, eh bien, il se soit en relation? Eh bien, c'est tout simplement, si je puis dire, c'est que les grands-parents maternels de Poulbeau sont de Neuvillette, un petit village à côté de Doulan également. Et Poulbeau garde, tant qu'il a ses grands-parents, il garde des liens familiaux. Et il vient à Neuvillette très fréquemment. Poulbeau dessine, peint, il n'est pas besoin de le démontrer aujourd'hui, et Poulbeau va rencontrer des gens qui sont dans la peinture, dans l'art, dans l'expression par là. Et donc, Charles de Saint fait partie de ces gens-là. Il ne sera pas le seul. Mais Poulbeau est né en 1879. Vous voyez, ils sont contemporains, hein, il y a 50 différences. Ils mourront en 1943, ils ont quasiment une vie parallèle. Et il vient fréquemment, vraiment fréquemment à Neuvillette. Et par exemple, bon, ça avait été édité par dans le cadre d'une collection qui a eu lieu à Amiens en 1993. Poulbeau a fait des dessins. Alors, je ne sais pas, ça passe bien devant la caméra, voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Vacances en Picardie. Donc, il y a toute une série qui est éditée. Et là, qui a été éditée il y a une trentaine d'années. Et donc, il y a une petite mention en Picard que je vais vous lire. Vous voyez, donc on reconnaît bien le trait de Poulbeau, hein, voilà, comme ça, c'est à peu près net.
Et donc, bah, mais Tio Parisien, il veut me biser, voilà. Donc, le petit Parisien, ça peut être Poulbeau, bien sûr, et qui veut embrasser une fille de la campagne. Et la scène peut se passer à Neuvillette. Si vous avez la curiosité d'aller sur Internet, allez sur le site de la commune de Neuvillette et vous trouverez une Marianne. C'est une des rares communes de France qui a une Marianne qui ne soit pas en buste, et donc, mais qui est peinte. Et la peinture a été offerte par Poulbeau à la commune de ses grands-parents. Et donc, elle illustre toujours la République au centre de la maison commune de Neuvillette. Voilà le premier artiste. Vous aurez une photographie de Poulbeau qui arrive dans le village de ses grands-parents avec on va dire un taco vu d'aujourd'hui, mais à l'époque, ça devait être une voiture très moderne, hein. Donc, il se déplaçait en voiture. Voilà, c'est amusant de le savoir et ça n'est pas sans influence. Et l'autre grand ami de Charles de Saint, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que lui, là, il y a une vingtaine d'années de différence, c'est Félix Niaud, N-I-A-U-T. Félix Niaud, c'est lui qui dessinera les images de Florimond-Lomaton, que pour ceux qui connaissent les contes et que connaissent le personnage, c'est lui qui dessinera ces caricatures, ces gravures qui sont faites au trait, donc vraiment dans le bois. Voilà, c'est ce que. Alors là c'est peint, là, mais ouais, Jean-Pierre, mais donc il y a des dessins, mais on va en revoir quelques-uns. Alors, Félix Niaud est né en 1895, il est mort en 1988, hein, entre guillemets, il n'y a pas très longtemps, 40 ans plus tard que Joseph de Saint. Sa fille vivait encore il y a quelques années, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a une quinzaine d'années. Et puis, il est né à Beauval, à côté de Doulan. Il sera chauffeur mécanicien dans sa jeunesse, artiste peintre, mais ce n'est pas son métier principal. C'est Charles de Saint qui va inciter de Niaud à vendre ses toiles pour gagner. Il en vendra quelques-unes de son vivant, mais il est très connu pour ses peintures, Félix Niaud, mais il n'en fait pas un commerce, ce n'est pas prioritaire. Par contre, quand autour de l'âge de en 1920, il a à peu près 25 ans, il va tenir un café à Canda, qui est un autre village entre Doulan et Bernaville, et puis à Doulan. Et tout ça, et donc c'est dans ce café à Doulan que Charles de Saint s'écroulera en 1941. Et tout ça a de l'importance dans ce que je vous raconte là, parce que bon, je donne un peu le détail, mais les personnages de Florimond Lomaton, et en particulier la tenancière de café, Fifine Grossetête, elle est de Doulan, elle est de Canda, Les scènes se passent à Doulan. Et puis, vous avez entendu les prénoms, peut-être pas retenus, mais Poulbeau, son prénom, c'est Francisque, et Félix Niaud. Eh bien, Charles de Saint s'amuse à appeler Félix Niaud, il l'appelle Félisque. Félisque, alors à la fois pour mal prononcer, mais aussi pour avoir une assonance avec Francisque Poulbeau. Donc, on est dans un monde d'artistes et ça va avoir une certaine influence sur la qualité déjà de ce qui sera édité et puis sur les travaux qui seront ceux de Saint, parce que en plus de ces métiers que je vous ai décrits, il est, il dessine et il donne des cours de dessin et il en donnera en particulier entre autres, parce que j'ai connu, il en donnera à Aimé Savary, dont je vous reparlerai tout à l'heure. En 1913, De Saint fait construire à Doulan donc, sa future imprimerie, à l'angle de la rue des Sœurs Grises. Mais la guerre est déclarée, donc il faut attendre la fin de la guerre, 1919, pour qu'il développe cette imprimerie. Pendant la guerre, il est mobilisé, hein, il a une quarantaine d'années, mais il est mobilisé. Et donc jusqu'en 25 janvier de 1919. Et la fin de la guerre, comme il y a des questions d'âge, on ne va pas rentrer
dans les détails, mais au-dessus de 40 ans, et quand on a des enfants, on n'est pas mis sur le front, mais on est à l'arrière. Il y a les gardes voies et chemins, les GVC, des choses comme ça. Et donc là, il va être basculé dans la Légion de gendarmerie à partir de 1915 comme gendarme auxiliaire. Donc il est un petit peu protégé. En fait, c'est pas de la défense civile, mais enfin, il est plus près des civils que des militaires. Sachant quand même que Doulan, c'est pas loin du front, hein. Le commandement unique, c'est à Doulan que ça se décide. C'est une ville très importante, surtout dans la dernière année de guerre, hein, de la Première Guerre mondiale. Donc, dans sa vie publique, Charles Dessin sera membre des Rosati Picard, dont je vous parle pratiquement à chaque soirée qu'on passe ensemble. Il sera également membre de la Société des Amis des Arts et des Amis du Vieux Doulan, donc d'un côté l'art et de l'autre côté l'histoire locale. Il a une certaine notoriété puisque le stade de rugby de Doulan, à l'entrée de Doulan, s'appelle le stade Charles Dessin. Il n'y a pas de rue à son nom, mais il pourrait y avoir une rue Florimond-Lomaton quand même, mais il y a un stade de rugby Charles Dessin. Et puis, quand même, ce qui le fait passer le plus à la postérité, c'est son personnage de Florimond-Lomaton. Alors, un petit mot tout de suite pour vous parler de Florimond-Lomaton, et non pas Fleurimond-Lomaton. Je peux très bien dire l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un, mais Dessin, quand lui-même parle de son personnage, c'est Flo, F-L-O, Rimond, avec la lettre D à la fin. Sinon, vous trouverez à peu près toutes les variations qu'il peut y avoir avec Fleurimond, avec un D, avec un T, sans D, voilà, Flo. Mais lui, de son vivant, c'est toujours Florimond Lomaton. Hein, donc, j'insiste là-dessus. Ça n'a pas du tout d'importance, mais bon, quand on fait des recherches sur Internet, ça peut en avoir, mais parce que les occurrences ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est amusant de voir comment les choses se déforment en très très peu de temps, hein, parce qu'il est à peine mort que ça devient déjà Fleurimond. Même de son vivant, il y a des articles dans des journaux où c'est Fleurimond, pas dans le sien, pas dans le Petit Doulanais, mais dans le Progrès de la Somme, à la sortie du Géant. On va en parler là tout de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça sera un petit peu particulier, parce que je vais vous parler du Géant de Fleurimond. Alors, le Géant s'appelle, dès sa naissance, il s'appelle Fleurimond avec un T, mais c'est quand même Florimond, hein. C'est le même personnage. Alors, entre 1925 et 1935, donc pendant une douzaine d'années, il y a donc dans le Petit Doulanais, dans l'hebdomadaire de Dessin, il y a une chronique picarde, qui va devenir, que nous connaissons sous l'intitulé des Contes Florimond-Lomaton. Donc, il y a des textes qui sont publiés. Alors, il y a de nombreuses coupures de presse, hein. Je vous en montre une, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Il y en a vraiment des dizaines comme ça. Et vous voyez, ce n'est pas marqué Conte Florimond-Lomaton, c'est marqué Patois Picard. Et il y a une rubrique Patois Picard et qui publie des textes d'auteurs dont on a déjà parlé, comme par exemple Voissel. Pas Voissel, on va en reparler, et il n'est pas publié là. Mais j'aurais pas dû dire de bêtises. Il ne faut jamais dire de bêtises, après ça s'en va. Gustave Devraine, qui est à Péronne, est publié dans le Petit Doulanais, ou bien Poitou de Brouchy, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, est publié dans le Petit Doulanais, sous cette rubrique de Patois Picard. Et de temps en temps, Charles Dessin met en scène ces personnages autour de Florimond-Lomaton, qui auraient existé. Il y a des gens qui avaient des mentons à galoche, et en particulier à Canda. Il y avait quelqu'un qui avait un menton à galoche à Canda, et avec son air facétieux et tout à fait son œil malicieux et malin, Charles Dessin reprend ce personnage-là et lui attribue donc des dialogues. Florimond-Lomaton, je ne sais pas s'il est amoureux, mais enfin, en tout cas, il va fréquenter le bistrot de Fifine Grossetête. Et il y avait aussi à Canda une dame à la poitrine plus que généreuse, qui s'appelait probablement Adolphine, qui était donc tenancière d'un bistrot là-bas.
Et donc, ben, voilà, les personnages vont être plantés comme ça. Il va y avoir Fifine Grossetête, il va y avoir Florimond Lonmaton, il va y avoir, qui est de son vrai nom, c'est Logom. Enfin, il y a tout un tas de personnages comme ça qui vont arriver et qui vont être récurrents dans ces histoires qui sont donc écrites à la petite semaine dans les années 20 et 30. Et puis, il y a donc ces héros qui commencent à exister. On est dans l'entre-deux-guerres, on est dans une période où on aime s'amuser, on a besoin de s'amuser, Dossin est père d'enfants qui vont avoir 15-20 ans à ce moment-là, hein, qui sont adolescents, et donc il est très proche de la jeunesse doulanaise. Et les personnages, on parle beaucoup Picard, hein, et donc on a vraiment beaucoup Picard. Et donc on a tout ce monde qui commence à prendre, comment la sauce commence à prendre quoi, localement. Et puis, alors je ne vous dis pas ça. On n'a pas, je vais en reparler tout à l'heure, mais on a passé une journée entière à Doulan il y a une vingtaine d'années avec des témoignages qu'on a recueillis là-bas avec l'Agence pour le Picard. Et donc, on a eu vraiment des échos quasiment vivants de ce qui se passait 80 ans plus tôt, hein. Et donc, on a les traits des personnages qui apparaissent. Et puis, on va avoir comme ça, à un moment donné, en 1935, le géant qui va apparaître. Mais avant ça, en 1929, le premier Florimond de chair et d'os est apparu déguisé, déjà habillé en jardinier avec un panier billes pour montrer qu'il va chercher ou vendre ses légumes au marché. Et donc, il a l'univers existe, hein, l'univers existe, la langue est là et l'univers existe. Et en 1935, le premier Florimond Lonmaton va apparaître. Alors, avant de revenir là, je vais vous montrer quand même quelques images. Donc, j'essaie de mettre ça en plus grand pour que vous voyez bien. Surtout celle-ci d'image. Avant de les partager, je bricole mon truc. Ça, on doit y arriver, hein, on doit y arriver. Hop, voilà, on va mettre comme ça. Là, donc, je fais un peu de partage. Toc. Donc là, vous avez à ce niveau-là, c'est René Dossin, qui est le fils, hein, dont je vous parlais. C'est les pages que vous aurez, hein, après. René Dossin, qui est le fils de Charles, qui est peint. C'est une peinture qui a été faite par Nio. Et puis là, en dessous, vous avez donc la sortie de voiture. Eh bien, c'est lui, c'est le Poulbeau qui rencontre Dossin. Ils ont un chapeau, chapeau style Aristide Bruand. Poulbeau, c'est pareil, et ils vont chez Cécile Poulbeau, donc la grand-mère de Poulbeau, à Neuvillette. Voilà, on a ça. Et donc là, vous avez, bon, c'est une photo que j'ai trouvée sur Internet, hein, de Francisque Poulbeau. Et vous avez là, au centre le dessin caricaturé de Dossin, le dessin de Dossin, caricaturé par Félix Niau. Voilà, donc là, on a Félix Niau en train de peindre, vraiment à la manière impressionniste, hein, sur site avec sa palette de peinture, vue de dos ou bien vue de profil, Félix Niau, et puis Dossin. Voilà. Et donc, vous aurez dans la suite de ce document un article qui est extrait du Progrès de la Somme, où là, vous voyez qu'on a le géant Fleurimond, avec un T au bout, bien sûr, hein, voilà, et il est déjà apparenté au géant du Nord. Vous devez savoir, je pense que donc, tous les géants du Nord forment maintenant, du nord de la France, une grande famille qui est reconnue dans le patrimoine de l'UNESCO, hein, patrimoine donc mondial. Et les géants de la Somme, et il y en a plusieurs, en font partie. Et celui de Doulan, non seulement en fait partie, mais en plus, c'est le premier, 1935, à avoir intégré ce bal des géants, des gaillants, comme on dit à Douai et dans le Nord. Et donc, dans cet article, vous pourrez lire
vous verrez un peu l'ambiance qu'il y a eu à la première sortie en 1935. Vous avez même l'heure, hein, il ne manque plus que la météo, hein, 13h30, le géant sort. Et puis, donc, on a toute une compagnie qui est autour. On verra d'autres photos, hein, toute une compagnie de personnages. Il y a des grosses têtes, il y a deux grosses têtes qui vont représenter Fifine Grosse Tête et puis Florimond, et puis Logan. Et puis, il va y avoir donc les personnalités des ministres qui vont être là. Enfin, c'est assez incroyable, hein. Je veux dire, on est dans un monde qui n'est plus le nôtre, hein, qui n'existe plus. Et puis, donc, le périple à travers la ville, le baptême de Florimond, bon, tout ça fait avec énormément d'humour, mais et dans une liesse populaire, hein. Voilà. Donc là, on a cette image qui est comment un tirage des journaux des années 30, puisque c'est en 1935, hein, c'est très peu de temps après. Et puis, donc, je vais insister un petit peu autour de Florimond-Lourmaton maintenant. Donc, j'ai pris des renseignements, bon, j'en avais bien sûr, mais j'en ai pris sur les sites de la ville de Doulan, et puis sur le site de l'association qui fait vivre le nouveau géant qui s'appelle l'Amicale du géant Florimond-Lourmaton. Et puis j'ai des documents que, au fur et à mesure du temps, j'ai accumulés dans mes collections personnelles que je vais vous montrer pour certains. Alors je vais repartager l'image, mais là je grossis pour que vous voyez bien. Voilà. Euh, donc, on a toute une population qui est autour de Florimond-Lourmaton, hein. Vous voyez, là, sur cette image qui est au centre probablement de votre écran, vous avez Florimond qui est très grand et qui est entouré de deux grosses têtes, hein, à gauche et à droite. Donc là, c'est le style vraiment carnaval. Il est sorti d'ailleurs pour la première fois à l'occasion du carnaval. Des musiciens et puis des enfants qui sont habillés à la mode paysanne, mais la mode paysanne des jours de fête, ils sont là. Et puis, vous avez sur la photo qui est une carte postale qui est en bas, un défilé. Donc là, ça c'est plus dans les rues de Doulan, le lieu n'est pas précisé, de Florimond. Et là, on le voit dans sa première version de Florimond. Et vous voyez, ce n'est pas un géant, comme si vous en avez déjà vu des processions, ce n'est pas un géant avec une cage d'osier qu'on porte sur ses épaules. Ça m'est arrivé de porter les géants à Billois comme ça. Ça n'est pas le cas. C'est un géant qui a des jambes. Il est très géant, si je puis dire. C'est un très géant. Il dépasse de beaucoup. Et en plus, il est monté sur un chariot à roulettes, là, qui est tiré au début par un âne. Vous verrez la photo aussi. Et donc, il est très remarquable. Et puis, il a cette tenue qui est tellement grande que quand il est sorti pour la première fois, il se cognait dans les fils électriques qui traversaient les rues de Doulan. Donc, il a fallu trouver deux astuces. Une qui pouvait être de prendre une perche et puis de soulever les fils électriques, ce qui n'est pas sans danger malgré tout, notamment les jours de pluie. Et puis, une autre qui a été de faire en sorte que le géant puisse se baisser puisse donc se baisser. Et c'est devenu pratiquement sa marque de fabrique à Florimond-Lourmaton en tant que géant, c'est de pouvoir se baisser. Et aujourd'hui, le géant qui existe se baisse, se courbe et salue la population. Il impressionne les enfants, mais donc ça fait partie de son, voilà, de son originalité. Et donc il a donc là, bon, il faut que je regarde un petit peu. Donc, il naît donc le 10 novembre 1935, parce qu'il y a une semaine commerciale, et puis après, il va sortir à ce moment-là. En 1940, eh bien, il y a des bombardements un peu partout. Doulan n'y échappe absolument pas. Et cette carcasse, parce que c'est quand même une carcasse d'osier en dessous, mais on ne la porte pas sur des épaules, brûle. Et c'est en 1952, donc quand Dossin, lui, sera décédé, que le personnage va revenir, revivre, et il restera, cette version de Florimond, cette deuxième version, restera jusqu'aux années 80. Eu le plaisir de l'accueillir à Saint-Riquier en 1982 avec les autres géants qui existaient à ce moment-là dans le département de la Somme, dans le cadre de journées picardes, de semaines picardes que nous organisions à Chemancheron avec l'abbaye de Saint-Riquier et puis son service culturel.
service public, hein, c'était quand le centre culturel avait été repris par le département de la Somme. Et puis, donc, en 1957, donc, eh bien, on crée donc, les Amis de Florimond-Longmaton. Et puis, ben, il est habillé. Là, on a voilà, pour les enfants qui accompagnent, hein, il y a la rouillère bleuse, donc c'est le tablier bleu, les foulards, il y a tout un costume qui décrit. Et puis, pour les fillettes, pareil, un corsage, un tablier noir, etc. Vous aurez tous ces détails-là à relire, parce que sinon, on va y passer 3 heures, hein. Euh, Comme toujours, tu vois, je suis toujours très bavard, mais ça ne me gêne pas de l'être. Donc là, vous avez, donc il y a tout un rituel autour avec les chansons de Florimond-Longmaton. Donc la chanson de Florimond qui a été écrite par Charles Dessin, dont vous allez avoir le texte qui est en français, et puis la marche picarde d'Alfred Voissel. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus en parlant de Voissel au lieu de Vraine, mais on va parler tout à l'heure un tout petit peu d'Alfred Voissel. Quand nous avions fait la journée de mémoire, de partage de mémoire à Doulan, nous avions associé Dessin et Voissel, Voissel étant l'aîné de Dessin d'une génération pratiquement. Et puis donc des danses, la garde au tilleul, il y a des textes, des musiques qui sont parvenues à travers les décennies qui sont encore interprétées aujourd'hui. Et puis ben là, vous avez donc celui qui fait vivre la troisième version de Florimond-Longmaton, donc Johan Viveka, qui a donc créé un personnage qui est articulé un peu à la manière aujourd'hui, hein, avec tout un mécanisme métallique, un peu comme Royal Deluxe à Nantes, hein. Alors, on n'est pas dans les mêmes proportions ou les mêmes disproportions, mais on est un peu dans cet esprit-là. Et pour vous montrer que Florimond-Longmaton a une notoriété qui dépasse et de très loin la vie de son auteur, eh bien, la Société philatélique de Picardie, quand il y a eu un timbre qui est sorti en 76, il est donc le timbre de la Rose de Picardie, ben, il est associé dans un timbre premier jour à Florimond-Longmaton. On a fêté le 50e anniversaire de Florimond-Longmaton en 1985, donc il y a quand même un petit moment, hein, on approche plutôt des 90 désormais. Et puis là, on a les documents donc, du 18 mars 2007, voilà. Et puis ici, vous avez la chanson. Ça, ce sont des cartes postales, les éléments en couleur là. Des cartes postales, vous allez avoir la chanson plus bas, donc qui sont éditées par l'association Actuelle. Et ça continue. Et l'année dernière, le carnaval de Doulan a repris au mois de juin. Et ça a lieu tous les 2 ans, donc ça sera l'année prochaine. Et puis, le Florimond restauré, parce que ben, le mécanisme demande beaucoup d'entretien, et donc a refait, a recirculé dans les rues d'Oulan après la période Covid. Et puis là, vous avez donc là une belle photo. En termes de qualité photographique, elle est souvent reproduite, mais la photo originale est vraiment très belle. Donc le géant, quand il naît, du verbe naître, en 1935, traîné par Stiobedé, il est toujours appelé comme ça, Stiobedé de Monsieur Collard, avec Monsieur Collard. Donc là, vous avez vraiment la première version dans toute sa splendeur du géant Florimond-Longmaton. Et je pense, mais je m'avance peut-être un peu, que la perche qui est là sur la droite, c'est celle qui servait à soulever les fils électriques. C'est fort, fort probable que ce soit ça. Je ne peux pas le garantir, mais je pense que c'est ça. Voyez, donc on a un personnage Picard, et le comble, c'est que ce géant, lors de ses premières sorties en 1935 et suivantes, parlait Picard. Car dans la procession, il y avait un personnage qui était caché dans le panier, qui n'était pas à son bras, mais qui était à ses pieds, et il y avait un personnage qui était caché et qui parlait Picard au public. Donc, non seulement il se baissait, mais en se baissant, il parlait Picard. Et ça, c'est des témoignages qu'on a eus quand on a fait donc cette journée d'il y a, vous aurez la date tout à l'heure très précisément. Euh, donc, pour continuer sur la notoriété de Florimond, Longmaton, ben, vous avez là la chanson du géant Picard Doulané, voilà. Et à côté, donc je tire un coup de chapeau en même temps à Michel Brice et puis aussi à André Guerville, mais notamment à Michel Brice, qui est de Canda et qui est toujours de nos contemporains, qui était directeur des sociétés musicales de la Somme, mais qui a publié 2 ouvrages qui m'ont servi à avoir des informations assez précises sur Nio, sur d'autres peintres locaux et sur donc Charles Dessin.
Et donc Michel Brice, qui est un amateur de Picard, a dans son livre Autour de Paul Petit, alors il y a plusieurs Paul Petit dans la Somme, il y a Petit Paul à Saint-Valery, là c'est Paul Petit dans le Val d'Authie, et donc sont des artistes, peintres ou sculpteurs, ces gens-là. Et donc autour de Paul Petit, Michel Brice fait dans un texte un dialogue entre Charles de Saint et Florimond. Ils se répondent comme ça sur 2 pages en picard. On ne va pas étudier, vous aurez ce texte-là, vous pourrez le regarder, mais je voulais tirer un coup de chapeau à Michel parce que j'ai quand même piqué pas mal d'informations pour enrichir mes recherches dans ces documents. Et il a fait un deuxième livre autour de Félix Niaux et puis d'Horace Colmer, qui est également un peintre du Nord amiénois, et Félix Niaux, donc en particulier, donc des éléments qu'on peut avoir dans ces documents-là, dont des dessins de moulins réalisés par Charles de Saint. Et puis j'ai également pioché dans la mémoire de Doulan où André Guerville parle des journalistes. Mais là, André, qui est un ami, m'en voudra pas, mais bon, il a reproduit la date de 1875. J'étais un petit peu désespéré de voir ça un petit peu partout. Pour continuer avec la notoriété de Charles de Saint, aujourd'hui, eh bien, Jean-Bernard Roussel, qui est originaire de Gézincourt, à côté de Doulan, qui habitait à Vignacourt, qui est donc vraiment du Nord amiénois, qui est dessinateur, auteur de BD, dans son livre à Trucherie qu'on a publié il y a 2 ans et demi, eh bien, publie en couleur un dialogue entre, alors c'est plus long que ce que je vous présente là, ce sont que des extraits, un dialogue entre le personnage emblématique de Jean-Bernard Roussel, qui est Eugène, qui est généralement Eugène, et puis il est avec Svak Mergrit. Et là, donc, Eugène rencontre Florimond Laumaton, et puis il parle de Je Progrès, et Florimond Laumaton donne une leçon, tout ce qui se passe, tout ce qui est détraqué chez Delphes à Je Progrès. Et puis, je vous laisserai, si vous avez l'album, regarder à nouveau cette BD pour savoir la chute, qui va bien sûr à contrepoint. Eugène, lui, il est pour le progrès et il ne tient pas compte des mises en garde de Florimond Laumaton. Pour dire que donc le personnage passe les dizaines et les dizaines d'années. Le dessin donc s'adapte à, bon, c'est assez facile pour ceux qui savent dessiner, j'imagine, ce qui n'est pas mon cas, de caricaturer un personnage très prognate comme peut l'être Florimond Laumaton. Vous voyez donc, on a une grosse, on a toujours une actualité autour de Florimond Laumaton, ce qui n'est pas du tout désagréable, parce que ça permet à la littérature picarde et aux contes picards qui ont été produits par Charles de Saint de vivre. Donc, il est décédé en 1941, vous vous rendez compte, il y a plus de 60 ans, et on en parle toujours avec beaucoup de plaisir, parce que vous allez voir quand même que ces textes-là sont des textes assez enlevés. Alors, on arrive dans la bibliographie de Charles de Saint pour quand même que vous ayez des éléments. Bon, la bibliographie, elle est assez, assez riche. Ah, ma page, elle vient de disparaître, donc je vais la retrouver, Donc, elle est passée. Elle a complètement disparu. Pourtant, elle existe. Voilà. C'est terrible, c'est terrible. Mais braves gens, ne vous impatientez pas. Hop, elle ne veut pas s'ouvrir. Bon, on va trouver une solution. Hein. C'est ça. Hop, on coupera au montage, Olivier. Voilà, c'est revenu. Je ne sais pas, c'est l'acrobate qui a fait l'acrobate. La bibliographie de Charles de Saint. Il a écrit une pièce de théâtre en français qui s'appelle N'en écrivez jamais des lettres anonymes. Et un de ses fils était acteur il paraît que c'était un très bon acteur, dans cette pièce qui est des années 30. Hein. C'est un témoignage qu'on avait eu en particulier de Jean-Pierre Choquet qui nous avait rejoint en 2005 quand on avait fait cette journée autour de Voissel et de Saint. Donc ça, je n'ai pas cette pièce-là, je ne l'ai jamais lue. Les contes, maintenant en picard.
les contes de Florimond-Longmaton. Alors, en voici la première édition, la toute première, qui est la seule édition du vivant de Charles de Saint. C'est pas épais, hein, c'est un très beau papier de qualité pour l'impression et la reproduction des gravures. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est tiré à 500 exemplaires, relié avec une ficelle. À chaque fois que j'ai vu un exemplaire, il y avait une ficelle autour, donc ça a dû être fait à l'époque. Et donc, il y a très peu de textes qui sont repris dedans. Les pages ne sont pas numérotées, mais enfin, il y a une vingtaine de pages. Et c'est la seule édition. Et donc là, quand c'est l'édition qui est faite par De Saint, on a bien Florimond-Longmaton, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas Fleurimont, hein, c'est bien Flo. Voilà. Et donc ça, c'est le seul vraiment document le plus précieux. Et puis derrière sont arrivées de nombreuses éditions et rééditions. En 1945, donc à Doulan, à l'imprimerie de Saint, c'est pas très original, voilà, on a la première édition. Alors là, c'est un recueil beaucoup plus conséquent des textes de Saint. Donc, pas tous, c'est pas l'intégrale des contes qui ont été publiés dans les années 20 et 30. Et donc, cette édition-là, bon, elle est franchement pas facile à trouver. Et puis, on a eu donc à la même imprimerie, mais sous le nom des éditions, l'imprimerie de Saint, mais vous allez voir, c'est des noms d'éditions qui varient. Donc, une édition, la couleur, elle peut changer. Il y en a qui sont en vert, d'autres qui sont en blanc. Donc là, on est sur la deuxième édition en 1973, toujours à Doulan, hein, avec les textes ne sont pas strictement 100% les mêmes, ou pas forcément dans le même ordre, mais on va y revenir à l'ordre des textes. Et puis, suit toujours à Dossin, mais chez Dossin à Doulan, mais ça s'appelle Édition Actuelle. Donc ça, c'est ce livre-là que j'ai acheté, mon premier livre en Picard. Voilà, comme ça, comme Olivier. Donc avec aussi des illustrations, mais avec c'est dans l'autre, il y a une photo. Il y a une photo voilà, que vous avez vu là tout à l'heure, qui est publiée, qui n'est pas reprise après, donc avec Jeboudet. Et c'est dedans là qu'il y a une petite biographie qui a été faite donc par les enfants, les descendants de Saint, une petite de Nio et une petite de leur aïeul, et qui mettent qu'il est né en 75. C'est quand même assez terrible. Bon, c'est pas grave, mais quand même, j'insiste, hein, j'insiste. Donc voilà, on a ces éditions-là. Et puis, il y en a une dernière, enfin la plus récente, 1997, bon, il y a quand même 25 ans, et donc par les éditions de la Vague Verte qui ont déménagé, mais qui étaient à Wagnaru à ce moment-là. Donc cette édition, elle est toujours disponible. Et là aussi, donc on a les textes. Voilà, il y a beaucoup moins de gravures, mais il y a plus de textes. Et cette édition, si ça vous intéresse, ils ont un site internet, La Vague Verte, et ils en font une version numérique. Hein, alors forcément, on n'a pas le papier, mais bon, voilà, si vous pouvez l'acheter dès ce soir, une version numérique des contes de Florimond-Longmaton. Sinon, il y a les collections pour bibliophiles. Et quand je vous dis que l'ordre des textes n'est pas le même, eh bien, il y a des choses assez différentes, et notamment le premier texte. C'est toujours assez intéressant de savoir comment un livre s'ouvre. Et dans l'édition de Charles de Saint, je le répète, qui était un coquin, qui était un facétieux, qui était un blagueur, eh bien, ça commence avec Nouvelle Lune, qui est un texte assez osé, qu'on verra tout à l'heure. Et dans l'édition qui a été faite en 1945, Nouvelle Lune figure, mais à ce moment-là, ça devient le dernier texte, ce qui n'est pas tout à fait la même approche éditoriale. Chacun en conclura ce qu'il voudra. Voilà, c'était pour vous dire qu'on peut remarquer des différences comme ça. Donc ça, c'est quand même le socle important de l'œuvre de Saint, mais ce n'est pas la seule, parce qu'à partir de septembre 39, pendant la période de la drôle de guerre, et vraiment strictement pendant cette période-là, du 7 octobre 39 au 4 mai 1940, il va publier dans son journal, le Petit Doulanais, qui deviendra ensuite le journal de Doulan, il va publier une chronique. Là, ça va être une chronique hebdomadaire, très régulière, qui va s'appeler Gazette de Florimond-Longmaton, pendant la guerre.
Et donc, Florimond Longmaton est âgé. Il est malgré tout convoqué pour faire partie de la défense passive et il va se retrouver dans différentes situations plus ou moins improbable parce qu'une fois il est sur la ligne Maginot, une fois il est à Doulan, mais peu importe, comment l'auteur va se calquer sur une actualité qu'il a à donner. Et puis, donc, ça va être donc des articles de presse qui sont recueillis dans un fascicule, vous voyez, qui s'appelle le Gazette de Florimond Longmaton peint dans la guerre. Donc là, il y a tous les articles, sauf le premier. Voilà, tous les articles qui sont repris dedans, avec là à nouveau un bois de Félix Niot, qui représente Florimond Longmaton mobilisé. On y reviendra tout à l'heure, parce que je vais vous faire lire, on va lire ensemble un texte issu de cette gazette. Alors, il n'y a pas le premier article est publié le 30 septembre 1939 et l'auteur, mais qui signe Florimond Longmaton de son surpiqué, annonce qu'il va y avoir une chronique à partir de la semaine prochaine et donc ça n'est pas repris dans ce fascicule qui les contient tous les autres et on ne sait pas la date d'édition. J'ai tendance à penser que donc ça s'arrête au 4 mai 40, il y a l'évacuation. Je ne sais pas du tout quel a été le rôle qu'a pu jouer Dossin à ce moment-là, s'il a continué son travail de journaliste ou tout ça, je ne sais pas, pour aller voir dans les archives des hebdomadaires. Ce qui est certain, c'est qu'il va mourir en 41 à Doulan, donc il reviendra très vite à Doulan si jamais il évacue. Et il n'est pas du tout impossible qu'il ait publié de son vivant ce fascicule. J'en voudrais pour seule preuve que ça s'appelle à nouveau Florimond Longmaton avec un M majuscule, un F majuscule et un L minuscule. Ce qui n'est jamais le cas dans les éditions quand il est décédé ensuite. Donc là, ça ressemble beaucoup à la toute première édition. Vous aurez ce petit propos introductif en picard dans le document que je vous diffuserai. Et avec, pour mémoire, juste à côté, dans le journal, il y a l'article que vous allez avoir, et puis juste à côté, il y a un texte de Gustave Devraine. Et voilà, pour montrer un peu de Picard, pour distraire un petit peu. Et pendant la période de la drôle de guerre, quand les articles sont publiés, les articles sont à la fois calqués sur l'actualité, mais ils finissent par une blague par un conte, quoi, hein, par un conte à nouveau, par un texte plus long, qui peut être un texte repris des années 20, publié antérieurement. Hein. Ce n'est pas forcément un texte tout à fait original ou créé pour l'occasion. Bon, c'est du travail journaliste à la semaine. En période comme ça de tension et donc de drôle de guerre, pour être concret, c'est pas forcément quelque chose ça ne doit pas laisser beaucoup de temps libre. Voilà. Il travaille aussi, je vous ai parlé de son fils, mais aussi avec son beau-fils. Il a un beau-fils qui vient lui donner enfin, qui vient plus que l'épauler dans son travail de journaliste et d'imprimeur. Et il dira de son beau-fils que c'est le meilleur de ses fils. Alors, je pense que ça voulait dire aussi le meilleur en termes de collaboration au travail. Alors, je vais vous montrer quelques éléments de ce que je viens de vous raconter. Voilà, donc là, vous avez ici donc, les différentes éditions que je vous ai présentées. Et puis là, vous aurez l'article du 30 septembre 1939. Et puis, donc là, dans cette deuxième page, vous avez alors L'image, elle est plusieurs… rikiki. Hein. Comment? L'image, elle est rikiki, on n'arrive pas à Ah lire. oui, mais tu sais, mais Rikiki, je vais faire Roudoudou alors, on va l'agrandir, on va agrandir, t'inquiète pas. Hop, voilà, comme ça va aller. Alors ici, vous avez Florimond Longmaton qui est à côté de Moi, Jean-Luc, Alphonsine. Jean-Luc, je Comment? t'interromps parce on ne voit pas ton image en vérité. Tu partages pas le bon écran, je pense. Ah, voilà ce qui se passe. Bon, on va recommencer. Allez, j'arrête le partage, puis je refais un. Voilà. Hop, hop, hop. Ça va mieux? C'est quasiment fin bien. Bon, donc là, on a toujours dans la notoriété, vous voyez, donc on a le Florimond Longmaton d'aujourd'hui, hein, qui marche maintenant, hein, il marche, hein, il est articulé, hein, je vous ai dit, c'est Royal de luxe. Hein. Et puis à côté de lui, on a donc une géante qui, elle, et vous voyez, elle a des roulettes, mais elle a quand même une cage d'osier et il y a quelqu'un qui la véhicule, qui joue de la cornemuse picarde, donc du pipeau sac.
et qui est Alphonsine Grossetête, qui appartient et qui déambule avec les joueurs de Pipasso de la compagnie Amuséon. Hein. Et donc ça, c'était en 2015. Pour les 80 ans de Florimond, il a eu le droit de se fiancer avec Alphonsine. Alphonsine, pas Fifine, hein, ils n'ont pas, voilà. Et puis, donc là, je vous ai mis la date de ce qu'on avait travaillé avec l'Agence pour le Picard en 2005 à Doulan, autour de Charles Dossin et Alfred Voissel. Je reviens à Alfred Voissel tout de suite après. Et puis, j'avais également été invité à faire un hommage à Aimé Savary. Aimé Savary, qui était né à Beaucaire, c'est pour ça que j'ai mis le moulin de Beaucaire en dessous, qui était à Beaucaire, mais qui a été l'élève en cours de dessin de Florimond Lonmaton, et moi-même, j'ai été l'élève de Aimé Savary en fin d'études première année en 1967. Donc, je veux dire, il y a une filiation comme ça que j'ai, et j'aime toujours présenter, je vous montrerai tout à l'heure, un dessin original de Florimond Lonmaton fait par Aimé Savary sur les conseils de Dossin, mais d'après le dessin de Félix Niot. J'espère que vous me suivez bien. Hein. Il n'y a pas d'interro, mais je ne vous ai pas dit trop de bêtises. Donc là, je vous ai présenté, issus des ouvrages de Michel Brice, les moulins dessinés par Charles Dossin. Vous voyez, sont des gravures qui sont signées, c'est à peu près grand comme une feuille de papier. Il y en a eu beaucoup de faits et un certain nombre sont disparus. Bon, là, vous avez la carte de tous les villages que j'ai quasiment parlé, Doulan, Mézerolles qui est à ce niveau-là, Neuvillette qui est un peu plus au nord, Beauval qui est un peu plus au sud, Beaucaire dont je viens de parler qui est un peu plus au sud-est, et puis Canda, donc Canda qui est tout près de Véronvillers, puis Longuevillette. Donc vous voyez, on est vraiment dans un périmètre qu'on peut faire à vélo, hein, on peut faire à vélo ou à cheval. Et puis là, je vous montre donc je vous parle une parenthèse autour d'Alfred Voissel, dont vous aurez un très très petit résumé de sa biographie. Voissel, donc, est né 22 ans avant Charles Dossin. Il va mourir en 1943, donc pendant la guerre, 2 ans après Dossin. Il n'est pas très connu à Doulan parce qu'il a eu un fils médecin, et la rue Voissel à Doulan, c'est la rue du docteur Voissel, du fils donc d'Alfred Voissel. Alfred Voissel a énormément écrit en picard et il s'est beaucoup intéressé à l'histoire locale. Il a chroniqué l'histoire locale en picard à partir de textes en vers la plupart du temps, et on les a rassemblés grâce à André Guerville dans un numéro spécial de Schlancheron dont vous avez la couverture qui est présentée ici. Voilà, donc ça c'était en 2003, il y a une vingtaine d'années. Donc l'œuvre de Voissel est sauvée, et sa notoriété n'a pas connu, sa postérité en tout cas, celle de la notoriété de Dossin. Les textes de Dossin sont beaucoup plus amusants, il faut bien le reconnaître. Oui, je vois, parce que des fois, je n'ai pas le temps, mais une rouillère, oui, une rouillère, c'est la blouse de travail. Hein, et souvent, c'est une toile assez épaisse chez des rouillères bleues. Hein, c'est les ancêtres des blue jeans. Je ne sais pas une rouillère, hein, chez des chemises à Poitiers. Voilà. Je vous montre le dessin dont je vous parlais, réalisé par Aimé Savary, hein, tel qu'il est vu par Niot, mais donc Aimé Savary a appris à dessiner grâce aux conseils et puis aux cours donnés par Charles Dossin. Et la mère d'Aimé Savary a participé à la création des costumes des tout premiers personnages qui entouraient en 1935 la sortie du premier Florimond Lonmaton. Ils étaient très liés, hein, tous ces gens-là. Enfin, c'est un monde, c'est un petit monde, et c'est la vie locale de Doulan qui s'exprime à travers, grâce au personnage de Florimond Lonmaton. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps quand même. Alors, on va commencer par un texte en picard quand même. Vous en avez du picard dans tout ce que je vous ai présenté. Vous le lirez, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous les partage pour que vous puissiez les lire. Donc là, eh bien, on va commencer par le premier texte que Charles Dossin met en premier dans l'édition de ses contes, hein, avec l'image. Et puis, je vais vous le lire. Elle s'appelle Nouvelle Lune. Alors, quasiment le dessin dévoile, si je puis dire, la chute, mais c'est comme ça. Logum et puis Flavie, donc là, on a les personnages qui sont absolument récurrents.
Logum et puis Flavie, cette vieille compagnie, pendant toute saison d'hiver, ils passent la veillée à le train de fût, sans être visé, sans une parole. On s'est dit tant et de cause. Ah ben, moi, je me suis relu pourtant. Des douches et puis des sûrs durant toute vie, et quand causé vu, on ne trouve plus rien à se dire. À droite des lecs minés, Ramonchelet a chez deux grands bros avec 5 ados. Logom, il finque, donc il fume, ça tédéum, donc là c'est le tabac à rouler. Hein. Il finquait, c'est de finquer dans le nord, hein. Il finque, Saint-Tédéum, posément, à vue plaisance, un ratchillonnant d'Achéchène. Ratchillonner, c'est cracher, crachoter. Hein. Raquer et ratchillonner, ça dépend de la grosseur, hein, de la production. Lit fouaisant pendant Flavie, donc elle lui fait pendant dans la cheminée, hein, ils sont l'un d'un côté et l'autre de l'autre, malgré qu'à l'eau peuvent douer Bochelet par ses aromatiques, elle rimpiette un puer et beau un tégan. Téguer, c'est être essoufflé, donc c'est comment c'est ahané, comme dit Jean Leclerc, c'est poumonné, elle tègue. Entre deux, le 4, Grisette. J'ai l'impression que je n'ai pas pris le bon. Je vais vous relire ça avant de vous les envoyer. Il y a plein de fautes de frappe. J'ai l'impression que ce n'est pas du tout ce que j'avais. Bon, je n'ai pas pris le bon truc. Bon, c'est parti. Hein. Entre deux, donc entre Flavie et puis Logum, le 4, Grisette, aponné avec une dignité de Catelaine. Donc, aponné, c'est être assis, mais sur son arrière-train. Hein, ça peut se dire d'une poule aussi quand elle est en train de pondre, mais le chat, quand il est aponné, c'est plutôt une attitude de sphinx. Hein. Avec une dignité de châtelaine, sus un train et tu. Est-ce un cherclant ses pattes blanches d'être vent, à l'herber ses mouettes l'un après l'autre. Donc, elle regarde, hein, herbeiller ses maîtres. Au village, chez Bête et puis chez Jean, ils se comprennent. Aux advignes, donc là, on est sur une prononciation assez nord-amiénoise du verbe deviner, hein, advigne. Aux advignes, se pincer être bête d'un ses yeux ronds. Et devant qui fuche longtemps, je veux être flancher à le porte. Donc, elle sent qu'il va être l'heure du coucher. On va mettre les bêtes dehors. Ce n'est pas une époque où on met les bêtes au pied de son lit pour dormir. Et donc, elle devine la fin de soirée proche. Comme une vieille dévote, comtoise, l'horloge comtoise, hein, égrène avec ses pieds au tic-tac, un capelet de minutes et puis d'heures. Dehors, un caouin, il chuchute, un caouin, une chouette. Bon, reprenez cette lecture de ce passage, on est dans une forme véritablement littéraire d'expression. On a le temps qui passe, on a les personnages qui sont plantés, on a le tic-tac de l'horloge, on peut éventuellement avoir le chant de la chouette, et donc on a une soirée ordinaire qui se présente là. Et je trouve que la description, elle est belle. En soi, il n'y a rien de comique là, dans ce qui vient d'être lu en soi. Hein. Allons-nous coucher, grand-mère, qui dit Logum en tapotant le tête des pipes sur longue ganne et de sa gros peu. Longue ganne, l'ongle jaune de son gros peu, de son gros pouce. Hein. Le pouce est jauni par l'âge, par le tabac ou par les deux. De raison, je m'endors. Je me berlure à compter mes points. Je me berlure, je me trompe. Hein. Je fais mes prises. Aux usons du pétrole à rien. Rien avec deux R, hein, R rien ou rien. Tire-t'es de l'eau, que je couve et je fus. Grand malpop avec tous tes ratchillons, je n'ai plein mes mains. Donc, comme il a craché pendant toute la soirée, et donc elle veut couvrir le fût pour que la maison ne prenne pas feu la nuit, hein, pour accoucher fût. Un vrai poids comme chaud, au poids d'un gelure. Donc là, on commence à rentrer dans le dialogue comique. Elle, enfin le vieux couple qui se chamaille, elle qui lui fait des reproches, et puis lui qui se venge, entre guillemets, verbalement, en lui disant tu n'auras pas d'engelure, on est dans l'hiver. C'est le style de Dessin. Il est toujours comique en ayant beaucoup de réparties, et on nous a témoigné qu'il était comme ça dans la vie, hein, dans la vie réelle. Logum est au déjeuner assis à Saint-Lit. Donc là, on a changé de pièce, on est arrivé dans la pièce à côté, hein, la maison picarde, il y a la grande salle, la grande maison, et puis de chaque côté, il y a deux cabinets, les deux chambres, avec l'horloge comtoise entre deux. Et devant d'allonger ses longues gambes poilues, un tréchet lyncheux, poilues est là pour poilu, hein, est là pour l'humour, il mûchouait ses érelles d'un saint bonnet de coton. Flavie, un bannière, donc c'est une tenue volante, hein, monté sur une caillelle, al padoué, elle fenêtre, un carré de toile bise,
parce que c'est nouvelle lune. Hein. Donc, il n'y a pas de volet, on est dans des maisons rurales et frustres. Pour une poète vue de la rue, et puis pour ne pas avoir trop de lumière, Alvan Sebro, Esnek mise à remonter, mais toi, ça tue à l'air. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Félix Niot l'a fait pour moi. Chez Nouvelle Lune, à nuit, qu'elle dit Arbeillant ciel par chez Cassis d'un haut. Donc, arbeillant, on l'a eu tout à l'heure, le verbe arbeiller, regardez. Et chez Cassis, donc les fenêtres, hein, c'est les fenêtres à châssis, mais c'est donc on appelle Cassis les petits carreaux. Hein. Logom a vu de le maliche et puis des regrets plein ses yeux. Donc là, on va retomber dans une forme de, pas que de nostalgie, une forme d'humour, mais aussi un regard dans le temps. Ben non, grand-mère, j'ai tout dit le vieil. Voilà, c'est tout dit la vieille lune. Bon, c'est un texte qui est devenu classique, qui est toujours reproduit dans les ouvrages publiés, qui est pas forcément dit hein, en public, mais parce que le dessin donne le complément d'information. Voilà. Le vocabulaire de dessin n'est pas un vocabulaire extrêmement compliqué. Il est riche, hein, mais c'est un vocabulaire du quotidien. Je pense que sans trahir quoi que ce soit, c'est une volonté. Il y a des lecteurs, un lectorat, et puis qui est le public qui est autour de dessins, qui achète son journal. Alors, je vais vous passer un autre texte, toujours des contes de Florimond Menton. Je vous en passerai davantage hein, que ce que je vais vous lire aujourd'hui. Avec un où il y a de la répartie. Voilà, c'est celui-là, c'est ça. Pour être dans le... Voilà. Je vous ai mis à plusieurs endroits des signatures de Charles de Saint à l'état immuable, que ce soit sur un acte d'état civil ou sur une facture ou quoi que ce soit, c'est toujours la même signature. Elle répond à de ses poids fouets atteindre. Elle jure de Pâques, c'est un travail fouet. Logom, il avouait décidier. On retrouve cette forme de conjugaison hein, des verbes du premier groupe dans l'amiénois. On l'avait dans le sud amiénois. On l'a ici dans le nord amiénois. On a eu 3 auteurs, Pierre Duquet, tout ça. C'est le 3e auteur et puis avec Marie-Madeleine Duquet récemment, qui ont ces diphtongues de premier groupe, soit à l'infinitif, soit là au passé. Oui, au passé composé. Donc, Logom, il avait décidé d'aller vir passer le course et de vélocipède. Après avoir gratté ce vieille coine, et puis cette vite ercangée, Flavie, cette femme à l'édiant à nouveau, hein, à mettre sa cravate, masculin en picard, hein, le cravate en picard, à l'y avoir recommandé. Surtout, il faut attention à ti de ne pas te faire berziller partout chez mi-temps de foulot. Berziller cassé, de faire attention de ne pas être blessé par donc des mi-temps de foot. C'est une course à vélo. On est en 1930, hein, ou oui, à peu près. L'ogrom, le grain de route est rejointe, il s'avouait à vincher pot à pot jusqu'à chez Fermet Bjorper, beau repère, hein, Bjorper. On a des formes, là, comme avec les avinchés, tout ça, on a des formes qui sont communes avec l'artois, hein, les sons 1 à la place des sons 1 qu'on a plus facilement dans la Somme. On est toujours dans la Somme, bien entendu, mais l'Artois est très proche hein, du Doulanais. Le Ternois, le sud du département du Pas-de-Calais. Donc, comme Elbise a soufflé fin froide des cheneurs, il s'est tout mis au radeau, donc à l'abri, à le coyette, hein, on dit dans le Nord. On se radosse en Picard, on se met au radeau. Contre une grosse voiture automobile, cassé tout lynché à trécher arbres et puis chevaussé des routes. Donc, il y a un véhicule qui lui sert d'abri contre le vent. Dans le voiture l'eau, il y avait un gros homme et puis une grosse femme qui majouette et puis qui buvait tout le seu, qui mangeaient tous leurs sous, hein, qui mangeaient à satiété, comme si qu'ils avaient peur et de frayer, donc de partager éventuellement. Logom, il zerbeyouait à vu qu'appétit. Est-ce l'air peau fini, est-ce gros monsieur, fin rouge, ses yeux sortis des têtes, il se déjoue de zouéture. Face à face avec Logom, comme un gros mal élevé, contre un lit, v'là qu'il y rope à pleine figure.
reper, c'est roter, hein, envoyer un rep, un pien figure. Alors là, la graphie, c'est celle de dessin. Alors, faut arriver à, c'est pire que les îles Fidji, là. Hein. Fitjure. Hein. Je pense simplement que la graphie est faite pour que le lecteur soit pas perturbé. Il arrive à retrouver avec le J quasiment la figure là et figure. Donc moi personnellement j'écrirais FIDJ, mais bon figure. L'ogome qui n'aime point grammaire à tête prin pour un cabotant. Donc là, c'est la notion amiénoise, cabotant. Je vous ai dit, il connaît Amiens, il y a fait son apprentissage. Donc, il n'aime pas être pris pour une marionnette. Hein. Profitant qu'est-ce gros malhonnête, il se baisser, pour avant de s'imbricher qu'il avouait les tiers d'un l'herbe, il y déclatche, on a pratiquement la même graphie que tout à l'heure, un queue de canon. Donc, en clair, hein, il pète, hein, voilà. Un clou de canon à trouvé sa tue de pantalon, un lit 10 ans. Donc, il rend un rep par un P. Et même nomme, vu et de dos. Donc, voilà. Donc, il a de la répartie. Je vois que ça vous fait rire, effectivement. Hein. Donc, voilà, il faut être. C'est dans l'ambiance. C'est l'ambiance de dessin. C'est pas toujours scatologique, dessin. C'est pas toujours, mais voilà. Je vous passe tout de suite à un autre texte parce que je vois qu'il est un quart, donc puis après je voudrais qu'on aille sur un autre registre. Une minute et de plus. Ça garde un fouille, c'est pouet planté, c'est p'tiot de graines semées, l'ogome, il avouait fini par culbuter un grand quin de poirion qui comme un souhait à monter. Donc fouir, c'est bêcher, c'est faire son jardin, les pouets, c'est les petits pois, les p'tiot de graines. Et donc, il avait fini par culbuter. Donc, culbuter, c'est renverser, mais c'est aussi renfouir donc un coin de poirion, des poireaux qui commencent à monter. Hein, donc, s'ils partent à graines, ils ne sont plus mangeables. Donc, il les a expulsés du jardin. Coin nafouir, zé donné, à Tchèche. À qui donc les donner? Tout le monde inno dans ce village. Puis c'est un fait que quand il y a une bonne récolte dans un jardin, il y en a pratiquement dans tous les jardins du coin. Zé mettre suffien. Ah non! Je m'invase des bottelets par 6 et puis j'irai les vendre à Amiens. Donc, il va en faire des bottes de 6 de ces poireaux et puis il va les vendre à Amiens. Parce qu'à Amiens, bien entendu, c'est des gens de la ville, donc ils n'y verront rien. Quoique je doute fort que les ortillons n'y voient rien. Vanderdy passait, à moins d'un attelé, il avait tout vendu d'un quartier à Riville, qui est le quartier d'Amiens, c'est le quartier de la maison Jules Verne, du cirque. Hein. C'est le quartier bourgeois d'Amiens. Hein, et on n'est pas dans Saint-Leu ou bien dans Saint-Germain. Hein. Après avoir compté puis recompté cet argent, il est tout déchendu à Ville pour accater une casquette. Comme il faisait que, donc une casquette, hein, comme il faisait que, il avouait bu pas mal de pâtes. Aussi, hein, il pourrait dire et tout, mais bon, voilà. Dans la rue des Trois-Cailleux, qui est la rue de la gare d'Amiens, il s'est tout Saint-Ypris dans une rue d'un vide pissier. On retrouve là aussi l'infinitif avec la diphtongue finale. À la campagne, chaud et pieux de cause, à nos points d'importance, au sapone, on retrouve le verbe de tout à l'heure, sitôt qu'on ose ta vie. Mais à la ville, il faut dénicher un petit coin, faut exprès. Et le pire, chez qui ne s'en trouve pas à chaque pot, et puis quoi qui faisait trouver. Donc, comment s'y prendre quand on est mal pris? Avec ma fouet. Il avouait se penche, son ventre, copé un deux. Un défunt, il n'erouait bré pleurait, hein. Comme un fouet. Elle détresse, je vous donne des idées. Elle v'là qui s'inflige en coup de vent, un queue de vin dans une pharmacie. Donc là, on retrouve s'infliger, donc c'est rentrer, c'est se faufiler, rentrer dans un endroit de manière un peu furtive presque. Vous désirez, monsieur, qu'il ait main d'un commis, bien comme il faut, un blouse blanc. On pourrait presque dire un rouillère blanc, là, si vous voulez. Je sais pour qui herbeiller choquillot dans mes urines. Donc là, il y a déjà l'astuce qui arrive. Hein. Donc le commis, vous en avez un échantillon, une petite bouteille, un flacon? Ouais, du tout, Temnon. Donnez-moi une soupière et je m'en vais vous donner del frec. Voilà. Donc comme ça, comme fut dit, fut fouet, une minute et plus, il est royeux du mot. L'ogome, soupirant de contentement, soulagé, et regagnant de porte, il dit à ce commis qui reviendra les semaines d'après pour connaître ce résultat. Sitôt d'un chéru, risotant avec malige dans ses barbes, fin heureux et dire à parler, même si au du chuc est dedans, ils ne sont pas près de me vire,
je les infouais cadeau. Voilà. Bon, on est sur le style de dessin, une littérature qui est hebdomadaire, des chroniques, en même temps, pour cette époque-là, et quasiment jusqu'aux années 60, le Picard s'exprime essentiellement dans la presse à travers ce style d'articles ou de contes. Les contes picards ne sont pas tout à fait les contes français, c'est une histoire, un conte picard. Ça peut être aussi un conte à la manière française. Et donc, il y aurait une étude, mais ça, on en a déjà parlé, il y aurait une étude à faire sur les chroniques en picard, de manière à ce que on voit l'évolution de la qualité littéraire. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus qualité aujourd'hui qu'avant. C'est une autre qualité de travail, de production qui est faite. La commande n'est pas la même. Et puis le public auquel on s'adresse n'est pas le même. Et là, les lecteurs des hebdomadaires sont des gens qui veulent de l'information, mais qui veulent également se distraire. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on fait quand on regarde les informations à la télé. On veut de l'information, mais on veut aussi se distraire, on veut savoir la météo, mais on veut aussi entendre des blagues. Eh bien, le Picard la langue picarde remplit cette fonction, et Dossin la remplit très très bien pour son époque et pour donc son travail dans le Doulané. J'en arrête là avec les contes, vous en aurez 2-3 autres que je vais relire parce que ça partage bien, là je sais pas, c'est bien. Donc là on a le tout premier article de sa chronique de la Gazette de Florimond-Longmenton, peint dans la guerre, donc daté du 7 octobre 1939. On a, on va pas la lire celle-là, vous l'aurez, hein, vous l'aurez, on va pas la lire, je voulais vous la montrer, mais je voulais vous montrer aussi cet élément-là qui participe de l'humour. On reviendra sur le dessin de Niot. FN, c'est Félix Niot, hein. C'est pas le Front National de la Libération, hein, on est en 39, on n'est pas encore à la fin de la guerre. Mais regardez ici ce qui est écrit, c'est marqué quatré. Eh bien voilà un mot. Quatré, c'est châtré en français, on prend un touer et peut en fouer un bœuf, hein, voilà, c'est ça. Eh bien là, ça veut dire censurer. En fait, cette page-là n'a pas été censurée par la censure. C'est volontairement qu'il a laissé un carré sans texte, et qu'il a mis quatré pour donner un zeste d'humour, en fait. Ça ne vient pas du tout. Il n'y a rien qui est censuré, il n'y a aucune information censurée, il n'y a aucune information sensible. Et a fortiori, la censure ne va pas intervenir sur un texte en picard en octobre 39. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas un mois que la guerre est arrivée en Pologne et qu'elle vient d'être déclarée. Et donc, on a ce mot quatré. Et on va retrouver ici ce qu'on ne retrouve jamais dans les textes des contes de Florimond-Longmenton. On va retrouver une actualité, et en particulier, je grossis pour que vous voyez bien l'endroit où je veux parler, on va retrouver la TCFS au lieu de la TFS. Donc là, volontairement, un anagramme pour un zeste d'humour, mais on a aussi Hitler qui apparaît. Donc on a des personnages réels, on va en retrouver d'autres, hein, Chamberlain, etc., qui vont être dans les textes de Dossin à ce moment-là. Et donc il y a une pointe d'actualité, et il va y avoir à la fin un zeste d'humour avec les personnages qui vont intervenir et puis qui vont alléger la fin du propos. Donc celui-là, je vous le laisserai lire. Et puis, je vais vous en partager un autre qui est le suivant, qui est celui de la semaine suivante, et qui est, voilà, donc j'ai fait le découpage là comme ça. Je vais le grossir. Et donc, regardez bien le portrait. Et je commence la lecture, hein, et puis, vous le voyez à ma portrait, avec ma camarade Félisque. Il l'écrit, non seulement il l'appelait Félix Oigno, il l'appelait Félisque, mais il l'écrit. Donc le portrait que ma camarade Félisque, il au fouet ennemi, eschkechi, emvlo inglaisé.
Donc, il a mis en fait un costume, et en particulier la casquette, à la mode des soldats anglais de la fin de la Première Guerre mondiale. Euh, Quand tutur ech 4 il m'a aperçu avec une casquette calo à fond, couer plus grand qu'un drôle de brouette, il s'est déclatché à rire en me demandant Chéti et des fouets, un fumel et de rifort à leur calé d'un tchervel. Voilà. Donc, bon, 4, là, le 4, c'est le châtreur, c'est un métier. Hein. Et puis, est-ce que par hasard, ça ne serait pas une femelle de dorifort? Donc, les dorifort, c'est aussi les soldats allemands. Hein. C'est la manière qu'on avait de les appeler. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une femelle dorifort? On comprend ce qu'on veut hein, quand il y a du double sens. Est-ce qu'elle n'aurait pas calé dans ta cervelle? Donc, et donc, de ce fait-là, il aurait fallu un couvre-chef qui vienne la recouvrir amplement. Pour mi, il a pensé que j'étais venu drôle. Mi fou, poète que chaud, aux allées n'a jugé. On ne savait point que depuis une quinzaine, je n'étais plus capable de me faire servir une bistouille, point plus d'un chez cabaret de nos villages et d'un cesse de nos parages. Donc, j'imagine vous comprenez. Donc, depuis une quinzaine de jours, on ne peut plus avoir une bistouille, donc un café rallongé notre vie. Assuré que chez soldats anglais, ils sont grammes frayeux et puis qui n'herbette de poil dépense, mais non des os et de crottes, je ne suis mis à boche. Donc, les soldats anglais, donc on a l'adjectif comme tout à l'heure, hein, avec la course de vélocipède, donc qui sont partageux, mais qui ne regardent pas la dépense, mais non des os et de crottes, donc des os de brun, mais bon, il n'a pas écrit de brun, je ne suis mis à boche. Saint-Bistouille, après Archiné, c'est casser la croûte, hein. Je ne suis plus un homme, me sentais à l'empathie. Là, il emploie même le verbe français. Vous verrez que je veux me mettre à colère et devant qui fuche longtemps. Comme Z, fifine grosse tête, que je pensais plus amiteuse pour m'y, vu qu'à l'homme pratique et depuis que je sais boire tout seul, donc fifine grosse tête, c'est elle qui tient le café. Il l'a pensé plus amiteuse, donc plus cordiale avec lui, vu qu'à l'homme pratique, je fais partie de sa clientèle depuis que je sais boire tout seul. Donc fifine, an s'occupe pas plus ennemi, et que si j'ai tout poilot. Quoi plus fort, à mouchouer comme un vieux prunier, donc elle me secouait comme un vieux prunier. Au mâche-pé avec vos longues guiboles. Mâche-pé, hein, vous m'encombrez avec vos longues jambes. Au tenez le plache de troué, aux impéchés le commerce. Non, et puis non, on n'aurait pas de bistouille. D'abord, je n'ai pas de café et de fouet, et puis pour n'affaire, je n'ai plus de chicorée. Bon, on est dans la période de pénurie, on n'a pas de café, je n'ai que de la chicorée. Il y a des blagues comme ça qui se sont dites en Pologne du temps de Jaruzelski, on a rapporté à ce moment-là. Et puis, donc, il y a une quarantaine d'années. Et puis, aux Impéchèches Commerce, là, on comprend bien que en fait, la clientèle anglaise est beaucoup plus fortunée que le pauvre paysan local. Et donc, elle va donner priorité à ceux qui ont de l'argent à dépenser. Quand on a eu fini tous ces sauts comptes, donc ces histoires un peu folles, hein, fin bête, tout couen, donc il est renfrogné sur lui-même, et je suis sorti dans la rue comme un péteux. Tout en me ranalant à nos moisons, je pense qu'il y a une faute, il met toujours moison d'habitude, être vidant tout eux à parmi, comme ils font chez Pauvre Laser, et je disais, Sainte-Bistouille, Sainte-Rachette, Saint-Florimond, et puis Saint-Maton, priez pour mi, malgré Cosette effacée des calendriers, sans chaud, quoique chez qu'un fro poifouer le guerre. Donc là, on a. Moi, j'aime bien cet humour-là. Hein, j'espère vous le faire partager. Bon, Sainte-Bistouille, Sainte-Rachette, jusque-là. Et puis Saint-Florimond, bon, passe encore. Et Saint-Maton. Donc là, on voit bien, vraiment, c'est pauvre de moi-même. Pauvre de moi. Quoique chez qu'un fro poifouer le guerre. Oui, mais on n'apprend point un vieux co comme mi à canter devant qu'il fût jour. Donc un vieux coq, hein, le co ici, c'est le coq. On n'apprend pas à chanter devant qu'il fût jour, donc qu'il soit jour, qu'il fasse que le soleil soit levé. Ah, Fifine, tu m'as balayé comme un malpropre. Une minute, me fille. Une minute, hein, attends une minute. Hein. Tobio t'espadronner, donc faire la glorieuse, te redresser comme un codin d'un ta cabaret. Donc, comme un codin, c'est un coq d'Inde, donc c'est le dindon. Hein.
le Picard a gardé coq d'Inde et pour dinde. Hein. Le codin, c'est le dindon, et la dinde, bah, c'est la poule qui vient de l'Inde. Le français a abrégé. L'Inde de cette époque-là, c'est la Turquie. Hein. En anglais, c'est Turkey. Hein. Donc, c'est l'Inde proche, hein, c'est le Proche-Orient. Donc, ta beau t'espadonnerait comme un codin à ta cabaret. Tobieux être tourné, terre tournée, être ratourné. Donc là, on a une gradation dans le vocabulaire. T'as un gros croupion, ils seront tout dit par derrière ti. À l'air voyeur avant qu'il fuche longtemps. Voilà. Bon, je vais peut-être arrêter là. Vous lirez la suite de cette donc, deuxième chronique de Florimond Lamenton, Pain dans la guerre, parce que sinon je vais dépasser le temps qui nous est imparti. Et puis éventuellement, vous avez peut-être des questions ou des précisions à avoir. Voilà. En tout cas, je voulais vous faire partager Charles Dessin. Je regrette beaucoup de ne pas avoir le ton de sa voix, parce que je pense que un texte picard dit par l'auteur, il n'y a pas grand-chose qui se remplace mieux. Mais je n'ai pas, moi, je le dis à chaque fois, je ne suis pas le picard du Doulanet, bien que je l'ai entendu de la bouche d'Aimé Savary, qui disait et qui lisait des contes de Florimond Lamenton. Je pense que vous aurez, en particulier là, avec les derniers textes de la Gazette pendant l'année, la drôle de guerre, vous aurez découvert cette facette qui est peu connue. La réédition de ces textes-là avait été annoncée dans le bouquin de 1973, dans l'édition de 1973, celle-ci, et puis ça n'a jamais été fait. Quand j'avais eu il y a une vingtaine d'années, la descendante de Dessin qui était à la maison de la presse, elle m'avait dit non, on compte le faire. Libre à eux, les éditions de la Vague Verte, je ne sais pas si Jimmy Grand-Cyr édite encore, mais bon, ne les ont pas édités non plus, bien qu'ils aient été en relation ensemble. Vous verrez dans les documents, je fais la comparaison, c'était Jean-Pierre Choquet qui avait fait allusion dans la conversation qu'on avait eue en 2005. Dans les documents, vous verrez le dessin de deux souliers, le dessin fait par Dessin. Hein. Vraiment, je vous l'ai présenté très brièvement tout à l'heure, donc on a un dessin très propre, très figuratif. Et puis on a, dans les contes publiés par Dessin de son vivant, hein, on a le dernier texte, on a ces mêmes souliers en gravure par Félix Niau. Et la gravure de Félix Niau est directement l'interprétation sur bois gravé du dessin de Charles Dessin. Donc on a une collaboration. On n'est pas dans des dessins de commande. Les techniques de reproduction de l'époque ne permettent pas une reproduction fidèle de dessins très fins. En tout cas pas dans la presse hebdomadaire, hein. C'est quand même c'est faisable, mais c'est très coûteux. Il y a bien sûr beaucoup de magazines illustrés à ce moment-là, mais avec une diffusion nationale, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc on a, je trouve, une grande parenté entre tous ces personnages que je vous ai évoqués. Bien entendu, un petit peu moins avec Poulbeau, mais il y a quand même de la complicité. Et puis, ça se reporte sur Félix Niau, qui était plus jeune que Charles Dessin. Et puis, tout ça nous est parvenu. Vous voyez, c'est une production qui s'est arrêtée en 1941. Et puis, même en mai 40, plus précisément, en mai 40, Dessin est décédé début 1941. Et puis, nous voilà en 2023 à en parler comme si c'était hier. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez quelques précisions ou questions, j'essaierai d'y répondre. Espadronner, je ne sais pas d'où ça vient. C'est un verbe que je connais, je ne dis pas de toujours, mais que je connais bien. C'est vraiment, je ne sais pas, il faut chercher l'étymologie. C'est pas, je préfère ne rien dire. Il y a probablement, peut-être chez Jouancourt, comme le dictionnaire de Jouancourt s'arrête à la lettre M et qu'il a fait des recherches étymologiques au 19e siècle, on pourrait peut-être trouver dedans. Il faudrait regarder. Je ne vais pas m'aventurer comme ça en direct. Je regarderai si vous voulez, mais là, je n'ai pas l'information. Un espadron, spadron, l'étymologie intuitive est souvent mauvaise conseillère. Pas toujours, mais souvent. C'est quoi le dictionnaire, Jean-Luc, dont tu parles? Le dictionnaire de Jouancourt. Jouancourt, c'était fait à Amiens
donc à la fin du 19e par la société je crois que c'est la Société des antiquaires qui faisait des concours comme il y a le Corblay, tout ça. Et Jouancourt, il faisait avec Duvauchel, je dis ça que de mémoire, de Vauchel ou Duvauchel. Le dictionnaire s'est arrêté, était publié les 2 premiers tomes. À la lettre MN, Jouancourt est décédé. Et l'université de Picardie a publié quelques travaux de Vauchel qui étaient d'un village autour d'Amiens, Amiens Nord, Nord-Est. Je ne sais plus là comme ça, Cagny peut-être, enfin c'est plutôt sud-est, Cagny, je ne sais plus. Et donc c'est très riche, et c'est très peu diffusé et ça n'est pas complet à partir de la lettre M ou N jusqu'à Z. Et il y a quasiment plus, il y a plus rien en tout cas, voilà. Et donc il y a quelques mots par Duvauchel. C'est très riche, c'est un dictionnaire de savants qui a été fait par vraiment des chercheurs. C'est le début de la linguistique, hein, c'est le début des travaux d'Edmond dans le Saint-Paulois pour chez nous, puis de Gilles Herriot au niveau national. Et donc, c'est pas diffusé, hein, c'est en bibliothèque. Voilà. D'accord. C'est deux assez gros volumes. Ouais. Est-ce que Aimé Savary avait enregistré les textes? Non, ça n'a pas été enregistré. Aimé Savary, probablement, il a enregistré, Aimé, de très nombreuses cassettes. Alors là, il faut retomber dans... Bon, mais il avait une production personnelle importante. Et en public, j'ai fait beaucoup d'après-midi récréatifs avec Jules Dufresne et puis Aimé Savary et puis Bertrand Cronier. On était souvent tous les 4 et Aimé disait des textes, ça n'a pas été enregistré à chaque fois. Il y a à tous les coups. Bon, après, Aimé Savary avait un ton... il n'imitait pas Charles Dessin. Hein. Dans le dessin, oui. Il était vraiment son élève. Il avait choisi, Aimé, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est l'occasion de le dire, son pseudonyme Picard, c'était Florimond Fieux. J'avais préparé son livre, l'a apporté. Donc là, vous avez, là, c'est Jules Dufresne. Et puis à côté, c'est Aimé Savary. Et quand il s'habille comme ça, Aimé Savary n'a jamais eu de moustache. C'est des moustaches postiches. Et donc, il mettait un habit en velours, des pantalons en velours. Bon, là, ils sont devant une cheminée très moderne. C'était dans sa maison de Canchy, là, dans le Ponthieu. Et puis, donc, Aimé, lui, il a pris comme surpiqué Fleurimond, là, lui, c'est Fleurimond Fieux, en hommage à Charles Dessin et à son personnage de Fleurimond Longmenton. Ça, je veux dire, c'est dans le bouquin, hein, il le dit. J'ai suffisamment connu Aimé et puis sa femme Yvette pour en attester. Et d'ailleurs, vous aurez le lien de la demi-heure de causerie que j'avais faite à Beaucaire autour de Florimond, et de Florimond Fieux, hein, donc d'Aimé Savary. C'était pendant le Covid, il y a 2 ans, 3 ans. Et j'avais dit une histoire qu'il racontait souvent, que j'avais lu du Savary à ce moment-là. Et puis, je ne sais pas, moi j'ai les enregistrements de ce qu'on avait fait à Doulan. Mais c'est des enregistrements que sonores, il n'y a pas de vidéo dans ce que j'ai. Donc, non, on n'a pas la voix, on n'a pas la voix, voilà, c'est tout. On l'a pas, hein, on ne va pas la refabriquer. Hein. Je vous ai assommé, là. Micheline, si tu parles, je ne t'entends pas. Une dernière question? Ouais, Jean-Luc, tu peux juste me dire comment s'écrit comment dire, le nom de l'auteur du dictionnaire? Jouancourt. Jouan. J comme Jean-Luc. Ouais. Ou A-N-C-O-U-T. C-A-U-T. Ah, d'accord, j'avais compris Jean-Court, oui, d'accord. Jouancourt. Ok. Merci. De rien.